Voilà, je suis Mathieu Karoubi, j'exerce au sein de la clinique Drouot et je vous présente le premier cas clinique sur la hanche. Euh, donc, c'est un homme de 75 ans, un dentiste retraité, qui a comme principal antécédent un accident vasculaire cérébral avec une épilepsie séquelaire. Il n'est pas sportif et depuis quelques temps, plusieurs mois, il a une douleur dans le genou et ça s'aggrave brutalement. Il a des réveils nocturnes et il arrive avec une boiterie franche. Il aurait eu déjà des infiltrations dans ce genou et une viscosupplémentation qui n'a pas d'effet il y a un peu plus de 3 mois. Alors, à l'examen clinique, on a un genou qui est sec, il y a une petite sensibilité rotulienne et les mobilités sont bonnes avec 0 degré de récurvatum, 0 degré de flexum et 130 degrés de flexion. On examine la hanche au-dessus de l'articulation du genou à gauche. Les mobilités sont 90 degrés de flexion, 20 degrés d'abduction et 10 degrés d'adduction, 10 degrés de rotation externe et pas de rotation interne. Il a une petite douleur également en flexion et rotation interne de hanche. Donc la première question, quel diagnostic évoquez-vous devant ce tableau? A, une lésion méniscale, B, une gonarthrose, C, une cruralgie, D, une coxarthrose et E, une bursite trochantérienne. Alors, vous avez voté essentiellement une réponse D, la coxarthrose, et c'est effectivement cette réponse qu'il fallait évoquer. Alors, je vais laisser maintenant un peu l'analyse clinique à mon confrère, le docteur Ladoge, médecin du sport à la clinique Drouot. Merci, bonjour à tous. Donc, la présentation clinique de la coxarthrose, elle est assez banale. Généralement, ça va être une douleur qui va prédominer au pli de l'aine, éventuellement à la fesse, irradier à la face antérieure de cuisse jusqu'au genou. Et parfois, uniquement une douleur de genou. C'est des patients qui vont se plaindre d'une limitation de leur périmètre de marche et des douleurs en flexion extrême, par exemple en position accroupie. L'examen clinique, ce qui prédomine, c'est la limitation des amplitudes articulaires. Ça commence généralement avec une perte de l'extension, ce qui va donner à terme cette boiterie assez typique en flexum, une limitation de la rotation interne, comme c'est le cas chez ce patient, et par la suite une limitation de la flexion et de l'abduction. Les autres signes cliniques qu'on peut retrouver, ça va être le signe de la clé, mais il n'est pas très spécifique, c'est vraiment pas un signe fiable. Par contre, on a le test du salut coxal, qui va être donc la flexion de hanche genou tendu à 30 degrés, qui va retrouver une douleur au bout d'une dizaine, une quinzaine de secondes, qui est assez intéressante pour aller dépister ces coxarthroses débutantes. Bon, je te remercie. Philippe, tu n'as pas d'éléments particuliers à ajouter dans cet examen clinique? Non, c'est l'examen clinique complet. On a le diagnostic. On ébauche le diagnostic. Alors, du coup, ça nous amène à notre question 2. Quels examens demandez-vous? Là, pareil, en petit A, une radiographie des deux genoux, face et profil, des clichés en Schuss et des défilés fémoro-patellaires. En B, une IRM du genou. En C, une radiographie du bassin de face, c'est de la hanche gauche de face et de profil. En D, un scanner lombaire. Et en E, une IRM de la hanche gauche. Donc effectivement, vous avez tous répondu, donc 2 examens, une radiographie des genoux et une radiographie également du bassin de face. On peut également se poser la question d'une IRM du genou. On a un patient qui se plaint récemment du genou. Il a peut-être et une arthrose de hanche et aussi une pathologie dans le genou qu'il ne faudrait pas méconnaître en focalisant uniquement sur la hanche. Du coup, on va passer à la diapositive suivante et demander à notre ami radiologue, Dr Korkos, d'interpréter ces quelques clichés et de nous aider un peu dans la compréhension de ce cas. Bonsoir à tous. Alors, nous avons sur cette diapositive 4 clichés radiographiques, 3 qui intéressent uniquement le genou gauche et un cliché comparatif en défilé fémoro-patellaire. On peut dire déjà qualitativement que ce sont des clichés qui sont bien faits. Ce sont des clichés type normaux
à savoir que l'épaisseur des interlignes des compartiments fémorotibial internes, des compartiments fémorotibial externes, des compartiments fémoropatellaires sont d'épaisseur normale. Il n'y a pas d'épanchement du cul-de-sac sous-quadricipital. Il n'y a pas de calcification des parties molles, notamment en projection des ménisques ou des surfaces articulaires. La silhouette des parties molles de l'appareil tendineux extenseur est normale. Et puis la disposition anatomique, on va dire articulaire, est normale. Il n'y a pas de trochlée dysplasique. Donc on est devant des radios tout à fait normales. D'accord. Du coup, effectivement, on s'en doutait un petit peu et on a demandé, un IRM du genou pour être sûr que ce genou était vraiment complètement normal. Et donc, au niveau de l'IRM, là… Alors, en IRM, on a 5 coupes IRM. On en a 2, celles qui sont en haut à droite et au milieu en bas, c'est des coupes en pondération T1, en coupe sagittale. Et puis, on a après, en bas, au milieu et en haut à droite, c'est des coupes sagittales en pondération T1. Et les autres sont des coupes… Voilà. Et puis, les autres sont des coupes en pondération DP-FATSAT. C'est technique, mais en gros, c'est pour voir ce qui est du fluide ou de l'œdème osseux. Donc, on voit qu'il y a peut-être une petite lame d'épanchement articulaire, mais qui peut être à la limite du physiologique. Mais sur les coupes sélectionnées, on a une bonne vue sur l'épaisseur du cartilage condylien et tibial et une bonne vue sur les cornes postérieures, antérieures sur les coupes sagittales et le segment moyen du ménisque interne qui sont tout à fait normaux, et également le segment moyen du ménisque externe et le cartilage fémorotibial externe, et enfin sur la coupe axiale, une vue sur l'épaisseur cartilagineuse patellaire. Donc là aussi, on est dans les limites de la norme. Ok, bon, très bien. Et du coup, ça nous amène à nos clichés du bassin. Là, il y a peut-être un peu plus de choses à dire. Eh bien, tout à fait. Puisque là, on va donc pouvoir décrire les fameux signes cardinaux de l'arthrose, où on a donc à la fois un pincement de l'interligne articulaire. Alors, c'est intéressant de toujours avoir un cliché de bassin en charge qui inclut les 2 hanches pour pouvoir faire une analyse comparative de l'épaisseur des interlignes. Normalement, le bord externe de l'interligne est un peu plus épais que le bord interne, mais ce n'est pas la règle, mais on va dire que la plupart du temps, ça doit être le cas. Et ça doit être également le cas sur les clichés en faux profil, c'est le cliché qui est en bas à droite, où là, vraiment, le point culminant antérieur de l'interligne doit être plus large que tout le reste de l'interligne vers l'arrière. Donc ici, pas trop de doute sur le pincement de l'interligne. Ensuite, qu'est-ce qu'on observe? On observe également ce qu'on appelle une ostéophytose, c'est-à-dire une production osseuse anormale autour de l'articulation, à la fois autour de la tête fémorale et peut-être un petit peu au niveau du cotyle, et pour aussi, on peut l'observer aussi au niveau de l'arrière-fond du cotyle, mais ça c'est déjà un peu plus technique. Et puis enfin, il reste les géodes, les macro-géodes, qu'on voit à la fois sur le versant fémoral et sur le versant cotyloïdien. Là, on a vraiment tous les éléments en faveur de la coxarthrose. Et bien sûr, l'intérêt, c'est d'éliminer les diagnostics différentiels. Donc, on s'assure que la sphéricité de la tête fémorale est bonne, qu'il n'y a pas de signe de nécrose, qu'il n'y a pas d'érosion, de choses qui pourraient éventuellement orienter vers un diagnostic de pathologie plutôt arthritique, rhumatismale. Et après, bien sûr, on fait un examen systématique de l'anneau pelvien, des articulations sacroiliaques, symphysaires et des régions trochantériennes, rechercher une fracture de fatigue qui se verrait par un épaississement des travées osseuses. Mais là, vraiment, on n'est pas dans un cas piège, on est devant une coxarthrose typique. Oui, tu ne nous as pas dit la condensation de l'os sous-chondral. Pardon, je n'ai pas évoqué la condensation de l'os sous-chondral, c'est une faute. C'est quelque chose qu'on observe quand même dans la coxarthrose assez avancée. Ça ne fait pas partie des signes initiaux, si on peut dire. Mais, et puis sur ces radiographies, d'ailleurs, on n'est pas certain d'en décrire de façon très nette. D'accord. Bon, merci. Donc, on est en face vraiment d'une coxarthrose typique, peut-être bilatérale, mais près du monument à gauche. Et
Et du coup, ça nous emmène à la troisième question. Quel est votre traitement? Vous pouvez commencer à voter. Donc, A, traitement par antalgique. B, rééducation seule. C, infiltration radioguidée. D, viscosupplémentation. Et enfin, E, chirurgie prothétique d'emblée. J'avais proposé une chirurgie prothétique d'emblée, la prothèse totale de hanche, comme un certain nombre de participants, mais je pense que l'intérêt de ce sujet, c'est de discuter les traitements. Donc peut-être Philippe Mangin, donc un collègue chirurgien orthopédiste à Drouot, vous parler un petit peu du traitement médical de la coxarthrose. Exactement, bonjour à tous. Ouais, donc bon, il y avait beaucoup de réponses plus ou moins bonnes dans la dernière question. C'est sûr que les antalgiques, les ANS, ils ont leur place, mais ils ont leur place surtout pour calmer la crise, pour calmer la douleur aiguë. Il n'est pas licite de proposer des ANS au long cours sur une douleur chronique. Le Palia type Doliprane, il est toujours efficace, mais sur une douleur chronique, il perd en efficacité. Les infiltrations, c'est assez discuté parce que il y a le côté corticoïde et le côté en fait effet de courte durée. Donc ouais, comme tu l'as précisé sur ta diapo, c'est surtout sur l'impératif professionnel ou familial, c'est-à-dire que on cherche à retarder ou à délayer la chirurgie. Pour ce qui est de la viscosupplémentation, ce côté un peu efficacité un peu aléatoire, ça permet c'est un côté lubrifiant et nutritif intra-articulaire. Pour moi, dans mon activité de tous les jours, il est plus à réserver sur les arthroses débutantes ou les patients vraiment jeunes, chez qui on va un peu tempérer l'attitude irréversible de la chirurgie prothétique. Et pour ce qui est de la rééducation, pour moi, elle est primordiale. Certes, c'est pas le traitement miraculeux, mais rien que pour aider à la proprioception, pour maintenir des amplitudes, lutter contre la raideur, et puis surtout, c'est sur la présentation de la rééducation post-opératoire. Les patients sont toujours plus contents d'avoir appris à béquiller avant d'avoir une prothèse de hanche, d'avoir eu leur premier contact avant l'opération avec le kinésithérapeute, et puis de voir quels exercices je pourrais faire dès le lendemain de l'opération, comment je me positionne vis-à-vis des béquilles, quel pied en avant, où regarder, où les positionner, comment répartir mon poids. C'est toujours mieux de le faire en amont de la chirurgie. Et je pense que pour moi, c'est une part primordiale dans le traitement global de la coxarthrose, et même si on parle de prothèse de hanche après, et de traitement définitif. Toujours une efficacité de cette rééducation pour la prothèse totale de hanche. Merci beaucoup, Philippe. Donc, effectivement, là, le traitement retenu chez ce patient, c'était une prothèse totale de hanche. Je dirais qu'assez rapidement, chez les patients de plus de 70 ans, avec des antécédents chez les hommes toutes classiques, une aggravation de la douleur. Pour moi, les réveils nocturnes étaient quand même un critère assez important. Et plutôt que de traîner ce patient avec un traitement médical et faire des essais d'infiltration, en sachant que le traitement chirurgical est assez spectaculaire dans ses résultats, on peut quand même considérer qu'on a une disparition complète des douleurs en quelques semaines, et on prenne un appui complet immédiatement, la disparition de la boiterie, et la durée de vie des implants prothétiques aujourd'hui, on peut raisonnablement leur une vingtaine d'années. Et je sais que c'est ce patient de 72 ans, on part pour un traitement unique à long terme. Donc ça, c'était ce qui m'a fait choisir d'emblée la prothèse totale de hanche. Il y a également les nouveaux protocoles de récupération rapide ou accélérée après chirurgie, ce qu'on appelle RAC, qui permettent de faire la chirurgie ambulatoire et de diminuer vraiment l'hospitalisation et de rendre les patients nettement plus autonomes très rapidement. Voilà, il y a des questions entre nous. Il y avait quelque chose sur lequel vous vouliez rebondir? Non, c'est le cas classique de douleur de genou, alors que le problème vient de la hanche, quoi. Donc, jamais méconnaître une douleur projetée sur une arthrose de hanche. Moi, de mon point de vue de radiologue, c'est vrai que souvent, j'ai remarqué que les indications qui pouvaient converger vers la hanche, c'était effectivement le genou. Et souvent, on a des patients qui se présentent avec une, entre guillemets, tendinite des adducteurs. C'est vrai que la face interne de cuisse, souvent, j'ai observé en tout cas que c'était une irradiation assez classique de la coxarthrose. Et en fait, il y a
Il y a rarement une tendinite des adducteurs, mais plutôt de la coxarthrose, quoi. Ouais. Effectivement. Ouais, je t'en prie. Oui, effectivement, c'est qu'après, les patients, dans le quotidien, ils connaissent leur genou. La hanche, ils ont beaucoup plus de mal à la situer. Il y en a beaucoup qui arrivent, ils pensent que la hanche, c'est la taille, c'est au niveau de la iliaque, c'est là où il y a la ceinture. Et du coup, quand on leur dit que c'est la hanche qui est usée et que c'est dans le pli de laine, ils sont toujours un peu surpris que le pli de laine corresponde à l'articulation de la hanche. Et donc, comme tu disais, Gabriel, sur ces douleurs, c'est une tendinite des adducteurs, des problèmes de cuisse, en fait, c'est l'articulation qui est en profondeur, quoi. Et c'est peut-être aussi intéressant de souligner que parfois, justement, quand on est dans des situations cliniques un peu intriquées entre lombaire, hanche, il ne faut pas oublier aussi l'intérêt du test anesthésique éventuellement. C'est vrai. On n'a pas évoqué qui peut permettre, c'est dans les tests, pour moi, c'est vraiment le test anesthésique qui a le plus d'utilité, c'est celui de la hanche. On a souvent des réponses assez franches, c'est oui ou c'est non. Oui. Ouais. Alors, avec la difficulté quand même pour les tests anesthésiques, soit d'avoir un bon kiné sous la main, soit d'avoir un patient qui soit vraiment cohérent, qui connaisse un peu bien ses articulations, son mode de fonctionnement, parce que parfois, on a des tests anesthésiques qui sont vraiment douteux. À organiser éventuellement avec le kiné quand on a la possibilité de le faire. Si on a la possibilité d'avoir le kiné sur place, bien sûr, mais il m'arrive de le faire tout seul. Je ne cache pas que le patient il vient, c'est de l'interrogatoire. Je lui explique bien avant, je lui explique qu'il faut qu'il soit à l'écoute de ses douleurs et la plupart du temps, on arrive à s'en sortir quand même. Ok, bon, écoutez, merci à tous. On est tous les 4 à la clinique Dro Sport et Arthrose, et puis du coup, normalement, on doit enchaîner sur un deuxième cas clinique qui est le cas clinique du docteur Philippe Mangin.